Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien et je vais vous raconter une histoire. Dans chaque culture, il y a des récits qui racontent l'origine du monde. On appelle ces histoires des cosmogonies. Ces histoires se propageaient de génération en génération, essentiellement par voie orale, au coin du feu, à la manière d'un conte. Les Chinois, ils disaient que le monde a été créé à partir de la coquille d'un œuf, qu'un géant, endormi à l'intérieur, s'est mis à ordonner. Certains Indiens d'Amérique croyaient que c'est une renarde d'argent et son compagnon coyote qui ont chanté une chanson qui est devenue le monde. D'autres encore affirmaient que la Terre a été créée en 6 jours par la seule volonté d'un Dieu unique. Mais au XXe siècle, une histoire d'un nouveau type a émergé. Une histoire qui n'utilisait pas le langage du conte, mais celui de la science. Une cosmologie plutôt qu'une cosmogonie, construite à partir de l'édifice de nos connaissances. Cette histoire, le philosophe Michel Serres l'appelle le grand récit. Ce récit de 13,8 milliards d'années replace l'humanité dans son contexte cosmique. Vous connaissez tous les grandes lignes de cette histoire, ne serait-ce que par le générique de The Big Bang Theory. Mais est-ce que vous en connaissez les détails? C'est important, les détails. Parce que sans détails, c'est comme si je vous disais que Star Wars, c'est l'histoire d'un fermier qui fait un coup d'état dans l'espace avec une princesse, un cow-boy et son animal de compagnie. Ça a tout de suite moins de gueule. Non, la beauté du grand récit, elle est dans ses détails. Et c'est dans la grande tradition du conte que j'ai choisi de vous les raconter. Notre histoire commence il y a 13,8 milliards d'années, à une époque qu'on appelle le Big Bang. Est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? On ne sait pas. Est-ce que cette question a même un sens? Ou est-ce que se demander s'il y avait un temps avant l'origine des temps ne serait pas comme se demander s'il y a un point au nord du pôle Nord? Personne ne sait. Le Big Bang marque la limite de nos connaissances. Un horizon, pour le moment indépassable, où nos théories s'effondrent. Le Big Bang n'est probablement pas l'origine du monde, comme on l'entend souvent. Il est l'origine de l'histoire du monde tel qu'on le connaît. En ce temps-là, donc, tout l'univers que nous observons, vous, moi, les galaxies, leurs habitants, matière, énergie, espace et temps, tout cela a été comprimé dans un point, plus petit que le noyau d'un atome. Et ce petit point commença une période d'expansion fulgurante, qui n'a jamais cessé depuis. Cette expansion, ce n'était pas une explosion dans l'espace, comme son nom l'indique. Déjà parce que par définition, il n'y a pas d'extérieur à l'univers dans lequel cette explosion aurait pu se répandre, et puis qu'elle n'est pas partie d'un point central localisé. Non, le Big Bang a eu lieu partout et au même moment. On devrait donc plutôt parler d'une explosion de l'espace. À cette époque, l'univers était si chaud et si dense qu'il était incapable de former des structures. Dans ces conditions, des collisions entre des grains de lumière assez énergétiques pouvaient produire des particules de matière. Mais ces particules n'apparaissaient jamais seules. Lorsque à chaque particule correspondait une antiparticule, une sorte de jumeau maléfique, identique en masse, mais de charge opposée. Mais les deux jumeaux ne pouvaient pas coexister. Lorsqu'une particule rencontrait son antiparticule, elles disparaissaient toutes les deux dans un grand flash de lumière. Et donc, pendant quelques instants, matière et antimatière se livraient un combat sans merci, dans un chaos de création et de destruction. Mais pour une raison inconnue, une minuscule fraction de matière, à peine une particule sur 1 milliard, réussit à survivre à l'annihilation. À l'échelle d'un univers, ce petit déséquilibre se transforma en victoire. En un instant, la matière avait gagné. De justesse. Mais elle avait gagné. Et c'est de cette matière rescapée qu'est né le monde que nous connaissons. Quant à l'antimatière, elle semble avoir globalement disparu du reste de l'univers. Alors que le cosmos s'étendait, sa température et sa densité diminuaient. À la 3e minute, sa température était d'1 milliard de degrés. Il faisait 100 fois plus chaud que dans le cœur du Soleil. Et pendant quelques instants, la température était juste parfaite pour permettre aux protons et aux neutrons de s'assembler pour former les premiers noyaux atomiques. À la fin des 3 premières minutes, l'univers venait d'acquérir ses premiers éléments, l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments constituent encore aujourd'hui plus de 98% des atomes de l'univers. Et l'hydrogène primordial en particulier est présent en chacun de nous. En ce temps-là, le cosmos était remarquablement simple. Où qu'on aurait regardé, on aurait vu la même chose. Une soupe indifférenciée de protons, de neutrons, d'électrons et de rayonnements aussi opaque que le pire des brouillards. La lumière, alors piégée par la mer d'électrons qui l'entourait, ne pouvait pas se propager librement. Et pendant des centaines de milliers d'années, il ne se passait pas grand-chose. Mais un jour, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers avait tant refroidi qu'il y faisait moins de 3000 degrés.
La température était finalement assez basse pour que les électrons se combinent au noyau d'hydrogène et d'hélium, formant ainsi les premiers atomes électriquement neutres. Pour la première fois de l'histoire, la lumière put se propager sans obstacle majeur. Elle s'échappa de l'emprise de la matière et fut libre de parcourir l'univers. Le cosmos était devenu transparent. Si des yeux avaient pu se former à cette époque et résister à l'intense chaleur, ils auraient vu un univers intégralement baigné d'une belle lueur orangée, un peu comme le filament d'une ampoule. En s'étendant au fil du temps, l'espace devint de plus en plus sombre, de plus en plus froid. Et l'éclat primordial, dont la longueur d'onde était étirée par l'expansion, perdit peu à peu son énergie. Il rougit et rougit encore et disparut peu à peu du domaine du visible. Ce rayonnement omniprésent, on baigne toujours dedans aujourd'hui. Mais si on voulait l'observer, il nous faudrait des yeux capables de voir dans le domaine des micro-ondes. Pendant longtemps, l'univers évolua dans l'ombre, lentement, mais sûrement. Parce que la soupe primordiale, elle était pleine de grumeaux. Pas grand-chose à l'époque, à peine le résultat de quelques fluctuations quantiques que l'expansion de l'univers avait dilatées. Mais juste assez pour changer son paysage pour toujours. Sous l'effet de la gravité, des bulles de gaz se formèrent dans les zones les plus denses. Et plus ces bulles étaient massives, plus elles attiraient de la matière autour d'elles. Certaines de ces bulles étaient si compactes qu'elles déclenchèrent des réactions de fusion nucléaire en leur cœur. Quelques centaines de millions d'années à peine après le Big Bang, des phares brillants se mirent à allumer le ciel. L'univers se remplit d'étoiles. Malheureusement, personne n'était encore là pour les admirer. Les étoiles, c'était des véritables usines à former des éléments. Le carbone de nos os, le fer qu'on a dans le sang, l'oxygène qu'on respire, ils se sont tous formés ici, dans la fournaise des forges stellaires. Les étoiles les moins massives connaissaient une vie longue et tranquille et ne pouvaient former que des éléments légers. Quant aux plus massives, elles terminaient leur courte vie dans de gigantesques explosions, en enrichissant le cosmos en éléments plus lourds. À très grande échelle, l'univers s'organisa en vastes filaments de gaz. Ces filaments devinrent les plus grandes structures du cosmos. Et le long de ces filaments se tissèrent des galaxies, comme des perles sur un collier. La vie des galaxies, elle était régie par le flot des naissances et des morts d'étoiles en leur sein. Lorsque deux galaxies étaient un peu trop proches, elles se traversaient comme des nuages et fusionnaient pour donner naissance à des galaxies plus grosses, ce qui s'accompagnait généralement d'un feu d'artifice de formation d'étoiles. Il en existait de toutes les tailles et de toutes les formes. Selon leur histoire, certaines étaient devenues des boules d'étoiles, le mouvement désordonné. D'autres encore développèrent de magnifiques bras spiraux. Et petit à petit, les galaxies se regroupèrent en amas, et puis en amas d'amas. Si bien que des centaines de milliards de galaxies peuplent aujourd'hui notre univers, dont chacune abrite des centaines de milliards d'étoiles. Et au milieu de ce ballet cosmique, se jouait un spectacle totalement anodin pour le reste de l'univers, mais terriblement important pour la suite de notre histoire. À la banlieue d'une galaxie anonyme, que ses habitants nommeront bien plus tard la Voie lactée, une minuscule fraction d'un nuage d'hydrogène s'était mis à s'effondrer sur lui-même. Il avait probablement été perturbé par l'onde de choc de l'explosion d'une étoile voisine. Le fait est qu'il se contracta si fort que les conditions de pression et de température en son cœur déclenchèrent des réactions de fusion nucléaire. Notre Soleil était né. Autour du Soleil s'était formé un disque de gaz et de poussière. Les poussières du disque entraient en collision en permanence, et certaines s'étaient mises à s'agglomérer les unes aux autres. Au fil du temps, ces grains microscopiques devinrent des embryons de planètes. Et alors que de petits corps rocheux se développaient près de l'étoile, où ils allaient donner nos 4 planètes rocheuses, plus loin du Soleil, là où il faisait suffisamment froid pour que l'eau puisse exister sous forme de glace, des noyaux gelés bien plus massifs s'étaient mis à se former. Ces noyaux étaient si gros qu'ils finirent par dévorer tout le gaz qui passait autour d'eux. Et c'est comme ça que sont nés Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, nos planètes gazeuses. Après des millions d'années d'un jeu de billard cosmique, notre système solaire se para finalement d'une belle brochette de 8 planètes et de quelques ceintures d'astéroïdes, les restes du disque initial. Mais l'une de ces planètes allait connaître un destin assez extraordinaire. La jeune Terre ne ressemblait en rien à notre belle planète bleue d'aujourd'hui. C'était un enfer, une boule de lave en fusion radioactive, sans oxygène et régulièrement frappée par des pluies d'astéroïdes et de comètes riches en glace d'eau. L'une de ces collisions changea définitivement notre histoire. Il y a environ 4 milliards d'années, une protoplanète de la taille de Mars percuta de plein fouet la planète en formation. Il est difficile de décrire avec des mots la violence d'un tel impact. Le choc arracha une partie de la Terre qui se répandit en un disque de débris autour de la planète.
Très vite, les débris s'accumulèrent sous l'effet de leur gravité et donnèrent naissance à la Lune. L'impact avait été si puissant qu'il avait modifié l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Sans cette inclinaison et sa stabilisation par la gravité de la Lune, la Terre n'aurait pas connu de saison. On ne serait probablement pas là pour en parler. Avec le temps, les matériaux les plus lourds, comme le fer et le nickel, migrèrent vers le centre de la planète et formèrent son noyau. Les roches moins lourdes, comme les silicates, formèrent son manteau. Quant aux éléments les plus légers, comme l'hydrogène, l'hélium, l'azote, puis quelques molécules, comme l'eau, le méthane, le soufre, qui étaient jusque-là piégés sous forme de gaz dans la roche, profitèrent des éruptions volcaniques qui avaient lieu à l'époque pour s'échapper de leur prison de magma et former son atmosphère primitive. Lorsque la Terre eut suffisamment refroidi, la vapeur d'eau finit par se condenser et des pluies torrentielles s'abattirent pendant des millions d'années, ce qui donna naissance aux océans. L'eau des océans offrait un milieu parfait pour favoriser les réactions chimiques. Et la Terre d'alors était riche en matière organique, ces molécules dérivées du carbone. Lorsque des molécules étaient combinées avec une source d'énergie, comme par exemple la chaleur des sources hydrothermales au fond des océans, par exemple, il était fréquent qu'elles s'assemblent à d'autres molécules pour en faire d'autres plus compliquées. Et il y a environ 4 milliards d'années, il se passait un phénomène curieux. Par l'action d'une chimie complexe, qui reste aujourd'hui un mystère, des petites molécules qui avaient trouvé refuge dans des bulles de lipides qui passaient par là, avaient découvert le secret de la réplication. Elles pouvaient former des copies conformes d'elles-mêmes. La vie avait émergé de la chimie. Ces machines moléculaires contenaient en elles leur plan de construction, composé d'un alphabet moléculaire de 4 lettres. Et certaines pouvaient même attacher des molécules différentes ensemble pour guider la construction d'assemblages qu'on appelle des protéines. Mais une ou deux erreurs dans la copie, et vous voilà avec un mutant à la place d'un clone. Selon l'environnement, si la mutation était favorable, la molécule avait plus de chances de se maintenir et pouvait passer ses propriétés à ses futures copies. Si elle était défavorable, la molécule avait moins de chances de se maintenir et la plupart du temps, sa lignée disparaissait. Cette cascade d'erreurs devint le moteur de l'évolution des espèces. Et pendant longtemps, la vie sur Terre se limita à de simples organismes unicellulaires qui se nourrissaient des éléments chimiques qui se trouvaient autour d'eux. Mais il y a 2 milliards d'années, un groupe de bactéries, les cyanobactéries, fut à l'origine de l'innovation la plus importante de l'histoire de la vie. La photosynthèse, un processus qui utilise la lumière du soleil pour casser les molécules d'eau et former des molécules organiques. Mais la photosynthèse produisait aussi un déchet, l'oxygène. Et l'augmentation du nombre de cyanobactéries fit grimper les taux d'oxygène dans l'atmosphère à un taux jamais atteint jusqu'alors. Le problème, c'est que pour la majorité de la vie sur Terre, qui avait toujours vécu dans un monde sans oxygène, cette molécule était un poison mortel. Et c'est ainsi que les déchets d'une seule espèce causa la première et la plus grande extinction de masse que la Terre ait jamais connue. Mais les organismes qui apprirent à exploiter l'oxygène avaient un avantage certain. Combiné à d'autres molécules, l'oxygène permettait de produire beaucoup plus d'énergie. Cet événement y déclencha une série de bouleversements majeurs dans l'histoire de la vie. L'un de ces bouleversements commença de manière totalement banale. Un jour, une de ces petites bactéries pénétra dans une grosse cellule qui passait par là. Et contre toute attente, la petite bactérie se mit à vivre à l'intérieur de la cellule. Cette association, elle se révéla étrangement bénéfique aux 2 organismes et ils se mirent à proliférer. Au fil des millénaires, les petites bactéries se spécialisèrent et devinrent des mitochondries, les usines qui manipulent l'oxygène pour alimenter nos cellules en énergie. Cette symbiose, elle avait permis à une vie complexe de se développer. C'est la genèse des eucaryotes, les organismes dont nous sommes tous descendants. Les cellules des eucaryotes contenaient un noyau qui encapsulait l'ADN et de petites structures qui remplissaient des tâches spécifiques, comme les mitochondries. Certains eucaryotes se mirent à s'assembler pour former des êtres multicellulaires. Et beaucoup plus tard, les eucaryotes inventèrent la 2e meilleure innovation de tous les temps. Le sexe. Ah, le sexe. Le brassage génétique entre 2 organismes compatibles. Une belle invention qui permit à la Terre de connaître une diversification génétique sans précédent et à la vie multicellulaire de coloniser tous les milieux. C'est l'explosion cambrienne, le Big Bang de la biologie, qui donna notamment naissance aux grandes lignées de plantes et d'animaux. Mais la vie sur Terre n'était pas un long fleuve tranquille. La Terre connut en effet 5 extinctions de masse, dont chacune décima au moins les 3/4 de ses espèces. Les causes de ces extinctions, elles sont aussi variées qu'elles sont mal connues et vont du réchauffement climatique aux ères glaciaires en passant par des éruptions de supervolcans.
La plus spectaculaire, et celle que vous connaissez tous, fut sans doute celle qui mit fin au règne des dinosaures, il y a 65 millions d'années. À l'époque, une intense activité volcanique de plusieurs centaines de milliers d'années en Inde avait déjà bien fragilisé l'écosystème. Et puis voilà qu'un astéroïde de 10 km de diamètre décide de percuter la péninsule du Yucatan, dans l'actuel Nouveau-Mexique. L'impact souleva tant de poussière que la Terre fut plongée dans l'obscurité totale pendant plusieurs mois. Pas de lumière du soleil, pas de photosynthèse. Pas de photosynthèse, pas de base de la chaîne alimentaire. Pas de base de la chaîne alimentaire, pas de dinos. Pas de dinos, pas de dinos. Et après plus de 100 millions d'années où ils avaient régné en maître, les grands dinosaures moururent de faim. Mais la disparition des grands dinosaures n'était pas un drame pour tout le monde. Car comme le disait un grand sage, la vie trouve toujours un chemin. Elle permit aux oiseaux et à de petits mammifères, qui n'étaient jusque-là que de timides rongeurs qui vivaient dans l'ombre des dinos, d'occuper les niches écologiques laissées vides et sans prédateurs, et de conquérir le monde. Vous êtes les descendants directs de ces mammifères. La suite de mon histoire se passe en Afrique, il y a près de 7 millions d'années. Ici, les descendants de quelques espèces de grands singes, adaptés à la vie arboricole, avaient découvert un curieux mode de locomotion, la bipédie. La bipédie libérait les mains et minimisait l'exposition des corps au soleil, ce qui leur permit de parcourir des distances plus vastes et de coloniser des environnements variés. Et il y a 2 millions d'années, le genre humain, représenté par Homo habilis, fit son entrée en scène. Habilis avait découvert, comme peu d'espèces avant lui, qu'il pouvait dépecer la viande plus efficacement en utilisant des pierres taillées. Un peu plus tard, une nouvelle espèce du genre humain vit le jour, Homo erectus. Erectus perfectionna l'art de la pierre taillée et de la communication. J'en imagine quelques-uns se perdre un jour dans la danse hypnotique d'une branche enflammée et décider qu'ils pouvaient s'en servir. Le feu éloignait les prédateurs et les insectes et leur permit de survivre aux longs hivers. Au coin du feu, ils se mirent à se raconter des histoires. Les histoires permettaient de voyager dans des lieux inconnus, à l'aide de leur seule imagination, à l'abri du danger, et de s'y adapter avant même d'y mettre les pieds. Ils sont devenus des conteurs, des maîtres de l'apprentissage collectif, la seule espèce qui accumulait plus d'informations au fil des générations qu'elle n'en perdait. Mais aussi et surtout, ils sont devenus des explorateurs. Et Erectus quitta le berceau africain pour partir coloniser l'Europe et l'Asie. C'est en Afrique que naquirent, il y a 200 000 ans, les premiers Homo sapiens, les hommes modernes, nous. Les Homo sapiens, c'étaient des artistes. Ils réalisaient des flûtes, des peintures rupestres et des statuettes. Et pendant plus de 5000 ans, ils cohabitèrent avec d'autres espèces d'humains, dont les plus connus sont les Néandertaliens. Imaginez un monde où l'être humain côtoie d'autres espèces d'hommes conscientes. Un monde qui n'est pas sans rappeler celui du Seigneur des Anneaux. Quelles étaient leurs relations, leurs échanges? On sait que les Néandertaliens enterraient leurs morts et possédaient probablement une forme de spiritualité. Certains se reproduisent même avec nos ancêtres, si bien qu'on partage aujourd'hui jusqu'à 4% de nos gènes avec les Néandertaliens. Mais pour une raison mystérieuse, ils disparurent définitivement il y a 30 000 ans et Homo sapiens se retrouva seul. Il y a 10 000 ans, la Terre entra dans une période de remarquable stabilité climatique. C'est l'Holocène. Ça a permis le développement de l'agriculture dans le croissant fertile de Mésopotamie, mais aussi indépendamment dans d'autres endroits du globe. De quelques populations de chasseurs-cueilleurs, nous sommes devenus agriculteurs. L'agriculture nous permit de produire plus que nécessaire, en prévision des temps rudes. La population s'est donc accrue massivement. Les groupes se sont spécialisés. Nous sommes devenus pour la plupart sédentaires. Nous avons construit des villes, des États, des civilisations. Et nous avons créé des lois et des religions pour mettre de l'ordre dans nos vies. Il y a 5500 ans, nous avons inventé l'écriture, au départ dans le simple but de compter le bétail. L'écriture nous a donné accès à un monde d'abstraction, mais aussi à un semblant d'immortalité. Et à partir de là, tout s'est accéléré. L'imprimerie, l'encyclopédie, le développement des transports, Internet, YouTube ont rendu le monde interconnecté et globalisé. Les idées se diffusent à la vitesse de la lumière. Nous avons marché sur la Lune, envoyé des sondes et des vaisseaux, exploré le système solaire et l'univers. Et nous avons changé la face du monde, pour le meilleur et pour le pire, au point de devenir une véritable force géologique. C'est l'Anthropocène, une époque sans précédent dans l'histoire de la planète. L'Anthropocène signe la fin de notre innocence en tant qu'espèce et le début de notre prise de conscience de notre empreinte sur le monde. Et c'est là que s'arrête mon histoire. Mais une dernière chose avant de partir.
Voici le calendrier cosmique. C'est une manière assez élégante de se représenter les échelles de temps qu'on vient de couvrir, en comprimant en une année toute l'histoire de l'univers. Dans ce calendrier, qui commence avec le Big Bang, le 1er janvier à minuit, et qui se termine aujourd'hui, le 31 décembre à minuit, chaque seconde correspond à 400 ans. Chaque jour représente environ 38 millions d'années. Sur ce calendrier, notre galaxie prend forme en avril. Le système solaire, il naît aux environs du 2 septembre. La vie sur Terre apparaît le 21 septembre. Les dinosaures apparaissent à Noël pour mourir à peine 5 jours plus tard. Les premiers Homo sapiens apparaissent le 31 décembre à 23h52. L'agriculture à 23h59. L'intégralité de l'histoire humaine, de la naissance des premières villes à la création d'Internet, est comprimée dans la dernière minute du calendrier cosmique. Et voilà. Voilà ce que 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique nous donnent. Elle nous donne littéralement matière à réflexion. Bien évidemment, cette histoire, elle n'est pas figée dans le marbre. Elle est le résultat d'un consensus scientifique plus ou moins établi, et souvent parsemé de zones d'ombre, que j'ai malicieusement oubliées pour les besoins du récit. Le grand récit changera certainement dans ses détails dans les décennies qui viennent, et on ajoutera certainement de nouveaux chapitres. Mais dites-vous bien qu'en moins de 100 ans, on a non seulement découvert que l'univers avait une histoire, mais on l'a aussi reconstruite dans sa grande majorité. Et c'est plutôt stylé pour une espèce qui a inventé la torture, la guerre nucléaire et la coupe mulet. Le grand récit, il nous révèle les liens cachés qu'on partage avec nos semblables, mais aussi avec tous les êtres vivants et même avec les étoiles. Il nous rappelle que nous sommes capables du meilleur et il mérite d'être raconté et d'être célébré. À la clé, j'espère, une réalisation à l'échelle d'une espèce, que nous sommes l'incarnation locale d'un cosmos qui prend conscience de lui-même, comme disait le poète Carl Sagan. En attendant cette réalisation, je vous laisse avec une petite sélection de ressources pour aller plus loin dans votre réflexion et je vous remercie de m'avoir écouté.